Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire qui n'en est plus un vraiment. On va l'appeler formation maintenant. Ceux et celles qui étaient présents tout à l'heure ont vu qu'on a eu des difficultés avec ClickMeeting. ClickMeeting est trop achalandé aujourd'hui et ça a juste explosé. Donc, ça vous a déconnecté. Nous aussi, on n'est plus capable de retourner dans la salle. Et il y a vraiment trop d'attentes pour du support technique de leur côté. Donc, on a décidé de faire l'enregistrement quand même dans une autre salle et de vous l'envoyer par courriel. Alors, on s'excuse du contretemps. En fait, c'est une situation qu'on ne contrôle pas, malheureusement. On doit faire avec les réseaux sociaux et les Internets de ce monde qui débordent actuellement. Alors bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. La formation s'intitule « Aider les enfants à gérer l'anxiété en contexte de crise ». En fait, vous êtes parent, vous êtes à la maison avec vos jeunes enfants ou vous êtes éducatrice et vous avez encore 1, 2 ou 3 enfants à votre charge au service de garde. Et veut pas, les enfants, c'est des éponges d'émotions. Si nous, on est anxieux, ils le ressentent ils interagissent d'une façon différente à ce moment-là avec nous. Ils ont des comportements différents aussi. Par contre, nous, on peut être en très bonne santé mentale, ça va bien, on n'est pas anxieux, mais l'enfant peut quand même l'être. L'enfant en bas âge n'est pas capable nécessairement de nommer ses émotions. L'anxiété, c'est quoi? Tu sais, ça ne se voit pas, ça ne se comprend pas nécessairement. Ce qui fait que Joanie va nous aider aujourd'hui à voir certains signes, à comprendre c'est quoi l'anxiété, puis à voir aussi ce qu'on peut faire pour accompagner puis bien aider l'enfant dans ce contexte de crise qui est la COVID-19. Alors, on va commencer. Joanie, je te laisserai la parole pour que tu puisses te présenter un peu aux personnes qui nous écoutent. Bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Joanie Guilbert. Je suis psychoéducatrice au Centre des filles de Val-d'Or. J'ai terminé mon parcours scolaire, ma maîtrise en psychoéducation en mai 2019. Mon expérience de stage et de travail jusqu'à maintenant est surtout chez les petits jusqu'à justement 18 ans. Ça, c'est la majeure de notre clientèle. J'ai fait un stage en petite enfance en CPE, un en stimulation précoce CLSC et puis scolaire. Donc, j'ai couvert un gap là, chez les jeunes. Les problématiques qui sont habituellement travaillées, qu'on voit les plus fréquemment à la clinique, c'est justement l'anxiété. Il y en a beaucoup. TDAH, problèmes de comportement, opposition. Donc, voilà, ça, c'est les majeurs qu'on rencontre au courant de la semaine dans notre travail. Super. Et qu'est-ce que tu as à dire concernant notre problématique de tantôt? On a perdu Internet, ClickMeeting ne marche plus, on est sur le gros nerf, on est anxieuse, etc. Est-ce que tu vas pouvoir tantôt nous expliquer un peu en quoi ça, c'était de l'anxiété qu'on a vécu? Ben oui, évidemment, parce que c'était pas prévisible dans l'horaire ce qui allait arriver, puis on avait plus ou moins de contrôle sur la situation. Fait que tu vas nous expliquer tout ça tantôt avec le ciné. Je suis persuadée que tu vas nous parler de ça. Oui, il y a des lignes qui vont se dessiner dans votre tête. Super. Écoute, moi, ce que je propose, c'est qu'on y aille avec les objectifs du webinaire. Donc, à la fin du webinaire, les participantes auront en main des outils pour mieux intervenir auprès des enfants anxieux, plus spécifiquement dans un contexte de crise. À la fin de la rencontre, les participantes auront une meilleure compréhension de l'anxiété, ses composantes, comment la reconnaître et le rôle de l'adulte dans une problématique d'anxiété. Alors, écoute, Joanie, moi, je te laisserai la parole. Si tu as le goût de commencer avec ton premier élément, donc, qu'est-ce que l'anxiété? Je te laisserai aller. Oui, parfait. L'anxiété, cette débute-là, c'est quoi? C'est des anticipations. Donc, on se questionne sur ce qui va arriver, ce qui pourrait potentiellement arriver. Puis, ça prend beaucoup de place dans notre vie, dans notre tête. C'est préoccupant, en fait, en d'autres termes, là. Puis la personne, elle essaie de s'adapter à sa nouvelle situation. Comme Mélanie a parlé, le ciné, c'est vraiment important quand on parle d'anxiété parce que c'est un acronyme qui regroupe 4 composantes qui peuvent mener à de l'anxiété, qui peuvent en créer chez la personne. Donc, le C, c'est pour le contrôle. Si on sent qu'on perd le contrôle sur ce qui se passe,
comme ce qui s'est passé tout à l'heure, ben, on peut vivre de l'anxiété. Imprévisible, même chose. Donc, si on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans le futur, on peut se faire plein de scénarios et ça peut générer de l'anxiété. N pour nouveau. Donc, la nouveauté peut aussi entraîner chez l'adulte et chez les tout-petits, là, comme présentement, la situation de pandémie, ben, c'est nouveau. On n'a jamais vécu ça. Et puis, il y a la routine, elle est nouvelle. Les enfants vont plus à la garderie, etc. Et le E, c'est égo menacé. Si je vais-tu avoir l'air fou dans la situation? Celui-là s'applique un petit peu moins, je pense, à la situation de pandémie, mais quand même, il fait partie de notre fameux ciné. Fait que si je reviens avec le ciné, dis-moi si je me trompe, je vais essayer de phraser ça dans le contexte vraiment de la pandémie et du service de garde. Donc, qu'est-ce qui est anxiogène pour les services de garde présentement? C'est perte de contrôle. Les services de garde, là, il y en a qui ont dû fermer. Les CPE sont ouverts, mais ils ne sont pas en contrôle de quand ils vont rouvrir, dans quelle façon ils vont ouvrir. Est-ce que ça va être avec un plus petit groupe? Ils n'ont pas le contrôle là-dessus. Imprévisible, ben, la COVID est arrivée de façon spontanée. C'est arrivé tout d'un coup, le vendredi 13, on ferme les écoles. Là. Fait que ça doit être grave. À ce moment-là, c'est imprévisible. On ne peut pas se préparer à ça et tout d'un coup, notre vie change. Nouveauté, effectivement, c'est jamais arrivé. En service de garde, on est habitué aux épidémies de poux, mais on n'est pas habitué aux pandémies ni à une maladie qui est un virus qui est si dévastateur. Et l'ego menacé, ben, en service de garde, effectivement, ce qu'on veut, c'est offrir un super bon service à notre clientèle. Et là, tout d'un coup, on ne peut plus desservir tous les enfants. Fait qu'il y a des parents qui veulent continuer à apporter leur enfant, mais c'est seulement pour les services essentiels. On est obligé de refuser. On sait qu'ils n'aimeront pas ça. Fait qu'à ce niveau-là, oui, ça peut arriver que des fois, on se dise, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont penser que je les abandonne, etc. Fait que ça, effectivement, c'est quelque chose qui nous rejoint beaucoup en service de garde. Si on revient avec les enfants maintenant, le petit pou, là, que tout d'un coup, il reste chez papa et maman, ben ça, c'est hors de son contrôle. Il voudrait bien aller au service de garde, mais il ne peut pas. C'est imprévisible. Du jour au lendemain, tu ne peux plus aller au service de garde. C'est nouveau. Hein? Ça fait 3 semaines, là, 1 mois là, qu'il est à la maison. Là, la nouveauté n'est peut-être plus là. Le fameux 21 jours est passé. Mais en même temps, quand il va revenir tantôt au service de garde, ça va être comme une nouveauté. Là. Les enfants n'ont pas nécessairement d'ego en bas âge encore comme tel. Parfait. Est-ce que ça fait de l'allure de la façon que je le... Oui? Oui, puis tu fais bien d'ajouter, Mélanie, l'ego menacé concernant les CPE. Tu vois, je ne l'avais pas, cet élément-là. Oui. Fait que si on peut poursuivre, dans le fond, les composantes de l'anxiété, juste la diapo suivante. Oui, celle-là? Oui, exact. Fait que dans le fond, je passe rapidement parce qu'on va en discuter au fil des situations problématiques, mais sous l'anxiété, il y a des grandes composantes aussi. Souvent, ça va se manifester, il y a une émotion face à la situation, justement. Souvent, on va retrouver la crainte, on va retrouver la peur, l'inquiétude et tout ça. Donc, l'émotion qui amène des pensées et des comportements, sensations physiques. Fait que pensées, souvent, sont un petit peu moins présentes chez les tout-petits, mais quand même, là, vers les plus grands, ils vont se poser des questions, ils savent pas trop ce qui se passe, donc ils savent pas quand est-ce que je vais retourner à la garderie. Donc, il y a des pensées associées à la situation. Et sensations physiques, ben nous, les adultes, on peut voir apparaître des maux de ventre, on peut voir l'enfant a les mains moites, on pourrait toutes les nommer, mais bref, l'important, c'est de comprendre que tout ça est interrelié. Puis, on va utiliser finalement ces relations-là entre les éléments pour intervenir. Parfait. Est-ce que je peux revenir sur la pensée chez les enfants? Mm-hmm. Est-ce que c'est possible, malheureusement, que chez certains enfants, il y ait des pensées erronées du style j'ai plus le droit d'aller au service de garde parce que j'ai pas été gentille,
ou tu sais, dépendamment de comment ça a été amené, puis est-ce que le parent lui a vraiment bien expliqué ce qui se passait, ou bien mon éducatrice m'aime plus, ou quand on recommence quand on va recommencer le service de garde, ben, c'est parce que mes parents m'abandonnent, ils veulent plus que je reste avec eux à la maison, etc. Est-ce que ça peut contribuer à nourrir l'anxiété chez les enfants, les fausses pensées? Certainement. Puis peut-être même que les enfants, étant donné de la façon que ça a été expliqué, peuvent peut-être se sentir responsables de ce qui se passe. Là. Ça peut générer en effet des signes d'anxiété. Fait que c'est important. Comment on peut... Oui. Exactement. Fait qu'au fil des situations, on va le voir, mais ça va être très important d'aller questionner un petit peu ce que l'enfant connaît, ce qu'il sait, puis fait qu'on va pouvoir aller lui ramener de l'information qui est correcte, puis on va aller justement recadrer là, ce qui ne marche pas pour qu'on puisse faire baisser son anxiété. Là. OK. Est-ce qu'on passe à la page suivante? Oui. Celle-là? Oui. Fait que dans le fond, la première mise en situation, c'est durant la période de confinement de pandémie, l'enfant de 4 ans pose beaucoup de questions et fait des crises sans que vous ne compreniez pourquoi. Fait que dans la première étape que je peux vous suggérer, c'est de vérifier, de vous questionner ce serait quoi son besoin derrière ces crises-là. Puis derrière, il pose beaucoup de questions. Donc, on peut, si on se réfère à notre ciné, on peut penser que c'est parce que l'enfant ne connaît pas, n'a pas assez d'informations, donc c'est nouveau. Ou encore, tu sais, les crises, ben, ça se peut qu'ils veulent avoir de la sécurité dans tout ça aussi. Là. Il y a besoin d'être sécurisé dans la situation qui est nouvelle. Comme adulte, on peut se questionner comment est-ce que nous-mêmes on réagit face à la situation. Parce que justement, si l'enfant est exposé aux médias parce que nous, l'adulte, on s'expose beaucoup aux médias, ben ça peut lui créer de l'anxiété. Il va voir comment on réagit, puis il va faire la même chose. Et il entend les nouvelles aussi, là. Il entend des morts, il entend des chiffres, il entend des besoins, il entend... Tu sais, quand tu comprends rien de tout ça, là, ça ne doit pas être évident à dealer avec ces informations-là. Oui, c'est pour ça que c'est important de limiter le plus possible l'exposition aux médias, tant pour l'enfant, mais l'adulte aussi, parce que nous, plus on s'expose à ça, plus ça peut générer aussi de l'anxiété pour l'adulte. OK. Est-ce que tu suggérais à ce moment-là de choisir nos sources d'information et de privilégier celles qui nous apportent des faits que des faits, au lieu de mettre du sensationnalisme bien émotif là-dedans? Oui, c'est sûr que c'est bien de se restreindre, de se dire, bon, mais je vais prendre les nouvelles, par exemple, une fois par jour, puis je me limite à 10 minutes, je vais voir les nouvelles données là-dessus, puis après, je ferme ça. OK. Je proposerais aussi de le faire quand l'enfant n'est pas là, justement pas qu'il soit exposé. L'autre chose, si vous remarquez que l'enfant a des signes physiologiques, vous remarquez, là, il se promène dans la maison, il semble avoir chaud, les mains moites, etc., peu importe, on n'a pas tous les mêmes signes non plus quand on est anxieux, mais bref, ça serait important d'aller calmer ces signes-là en faisant une technique de relaxation. Puis il y en a plein, là, autant la respiration, vous pourriez en trouver tout plein aussi sur YouTube. Là, j'en ai noté quelques-unes que je peux vous laisser noter. Ouais, moi, il y en a une qui fonctionne bien avec mon garçon. C'est une application sur son cellulaire qu'on a installée. Ça s'appelle Respirelax. C'est une petite boule qui monte dans l'eau. Il y a juste à suivre la petite boule avec sa respiration. Puis sur le coup, ça a l'air de rien, là, mais pour vrai, quand on le fait, à un moment donné, OK, la respiration est mieux contrôlée. Oui, puis tu sais, il y a plein de vidéos qu'on peut aller voir avec les enfants qui sont le fun. C'est la pluie, la grenouille. Il y a aussi sur Internet, on peut trouver le yoga animaux. Donc, c'est d'imiter les animaux. Fait c'est une technique de relaxation pour les tout petits là, qui est amusante. On peut aussi aller, comme je disais, aller vérifier là, ses pensées pour aller recadrer ça. Tu sais, qu'est-ce qu'il connaît? Puis apporter de l'information qui va le rassurer. Si on reste à la maison, il y a moins de chances qu'on l'attrape. Les garderies sont fermées. T'sais, on lui explique pourquoi il ne va plus à la garderie aussi. C'est important qu'il comprenne la raison derrière ça. Là. En gardant justement des mots d'enfant, par exemple. Mais en disant la vérité?
Oui, important de dire la vérité, puis d'où même la situation problématique numéro 4. Ah, OK, parfait. Ben, je vais trop vite, désolée. Ouais, c'est ça. On peut essayer de lui donner du contrôle sur la situation. Ah oui. Si je me réfère au ciné, là, c'est par exemple, on enseigne les techniques d'hygiène à l'enfant, donc comment bien se laver les mains, aider à défaire l'épicerie, mais on lave comme il faut les choses, aider à faire le ménage, etc. Donc, on lui explique sur quoi, tu sais, ben, on lui explique pas sur quoi il peut avoir du contrôle, mais on lui donne du contrôle sur certains éléments comme ça. Oui, OK. Garder les distances avec les gens, c'en est un autre exemple. Oui. Bien, ça, c'est une forme de contrôle. Je veux dire, on ne contrôle pas la maladie, mais on contrôle statistiquement les probabilités de ne pas l'attraper, étant donné qu'on garde la distanciation, on se lave les mains, on reste dans la maison. C'est une certaine forme de contrôle qu'on va chercher dans une situation incontrôlable. Exactement. On met de côté un petit peu les éléments qu'on ne contrôle pas pour contrôler d'autres éléments qu'on peut. Oui, ça j'aime bien. Une autre chose qui est vraiment pertinente dans ce contexte-là pour aller rassurer l'enfant, puis aller pallier un petit peu l'imprévisibilité de la situation, c'est de mettre en place et maintenir bien important la routine. Oui. Dans le quotidien, là, je sais que des fois, c'est moins facile avec les parents qui travaillent à distance et tout, mais oui. D'essayer de garder une certaine routine pour sécuriser les enfants, là, que ce soit prévisible dans le temps, qu'est-ce qu'ils ont à faire. Il ne sait peut-être pas quand est-ce qu'il va retourner au service de garde, mais au moins il sait que demain, il va avoir sa collation, son dîner, il va faire une activité avec maman, papa en après-midi, etc., etc. Il va aller voir ses grands-parents sur FaceTime. Tu sais, quand il y a quelque chose au moins qui contrôle puis que c'est prévisible, j'avoue que ça peut être aidant, oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de l'activité physique? Tu sais, on dit souvent, quand tu es stressé, quand tu es anxieux, va bouger. Et nous, en service de garde, là, surtout avec Gazelle et Potiron, ce qu'on dit souvent, c'est que le développement, il se fait par le corps, à partir du corps. Est-ce que c'est un bon outil aussi à utiliser le corps dans un contexte d'anxiété? Oui, c'est important. Ça peut être utilisé comme moyen de relaxation pour dépenser notre énergie, puis après ça, on se ressente un petit peu là, sur comment on se sent. On peut amener l'enfant à justement faire des contractions musculaires, puis le faire avec lui. Ça peut être un beau moment aussi parent-enfant. Donc, l'enfant peut prendre un petit peu plus conscience de ce qui se passe à l'intérieur de lui, surtout chez les 4-5 ans, je dirais. Là. Oui. Fait que, puis à un moment donné, ils viennent capables aussi de le nommer, là, ce qui se passe. Okay. Mais l'activité physique, c'est un bon moyen. Fait que, est-ce qu'on passait ce que l'on retient ou tu les passais pas, Mélanie, pendant... On va les faire, ma chère. Ce qu'on retient donc de la situation 1 de l'enfant, hein, vous vous souvenez, durant la période de confinement, l'enfant de 4 ans pose beaucoup de questions, il fait des crises. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour l'aider? Donc, se questionner concernant nos propres réactions comme adultes pour justement se calmer nous avant de calmer l'enfant si jamais on sent qu'on est en réaction nous aussi. Oui. Calmer son corps, le faire avec lui, surtout les tout petits, là, vu que c'est la clientèle cible de ce webinaire. Mm-hmm. Nommer son émotion, on peut aller valider. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es inquiète? Fait qu'on peut faire ça avec lui, puis normaliser son émotion aussi, c'est bien important pour pas qu'il se sente bizarre de vivre ces choses-là. Est-ce qu'on peut arriver puis dire tu te sens comme un petit peu, je ne sais pas si l'enfant est capable de dire stressé, là, je suis en bas de 5 ans, je ne suis pas certaine, mais tu te sens pas bien, ben moi aussi, ça m'arrive de ne pas me sentir bien. Puis dans ce temps-là, ce que je fais, je vais prendre une longue marche, puis ça me fait du bien. Viens-tu avec moi? Est-ce qu'on peut y aller comme ça? Oui. Parfait. Puis aussi, on va aller rassurer. Donc, selon la compréhension de l'enfant aussi, là, de varier le vocabulaire, le contrôle à l'enfant et la fameuse routine, bien important. Ah oui. Parfait. Situation 2 maintenant. Avant la pandémie, votre enfant de 3 ans était capable de faire des phrases complètes. Plus maintenant.
Avant la pandémie, il était capable de faire des activités calmes et maintenant, il n'arrive plus à demeurer assis plus de 5 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme parent ou comme éducatrice? Elle s'adéquat d'hausser le ton et lui demander de rester assis pour terminer l'histoire, par exemple. Est-ce que c'est adéquat d'insister? Premièrement, il se place questionner c'est quoi le besoin que l'enfant a derrière ça, parce qu'on peut voir là, de la façon que c'est amené, il y a fortement des chances que ce soit une régression des actes de l'enfant. Donc, le besoin, c'est possible que ce soit un besoin de sécurité. Donc, on n'insistera pas, évidemment. On n'osera pas le ton non plus, mais on va adopter une attitude de bienveillante avec l'enfant. On va aller le sécuriser en lui apportant des faits. Justement, tu sais, ça ressemble à une grippe, on doit rester à la maison. Donc, on va apporter des informations à l'enfant, comme on a dit un petit peu précédemment, là, mais pour aller le rassurer. Donner du contrôle encore, évidemment. Puis, on peut aller renforcer le lien parent-enfant aussi en faisant des activités agréables. Puis, ça va lui permettre de changer les idées à ce petit minou-là vers quelque chose de plus agréable. Voilà. Donc, quand on voit notre enfant qui régresse, ça peut être un signe qu'il vit de l'anxiété. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ça, là. Mais ça peut nous donner comme parents ou comme éducatrice, en tout cas, une hypothèse à aller valider. Puis, à mon avis, parce que je suis mordue, évidemment, d'observation, là, Joanie, moi, je pense que je suis convaincue que peu importe le défi qu'un enfant doit surmonter, tout passe par l'observation, là. Je veux dire, un enfant qui n'arrête pas de bouger sur sa chaise, peut-être qu'il est anxieux, mais peut-être aussi qu'il est en manque d'activité physique, là. On s'entend que la stimulation à service de garde puis la stimulation à la maison, là, on a beau comme parent être bien hop la vie, là, mais ça ne remplacera jamais 8 enfants qui crient puis qui courent tout partout autour de l'enfant, là. Tu sais, on s'entend qu'on n'est jamais aussi stimulant qu'en service de garde, c'est à cause du contexte. Fait que, tu sais, l'enfant, si il est en manque de bouger, il peut se mettre à avoir certains comportements, puis ça ne veut pas dire que c'est de l'anxiété. Mais en allant chercher c'est quoi le besoin de cet enfant-là, donc en émettant des hypothèses, en observant beaucoup, c'est là qu'on peut voir qu'est-ce qui se passe derrière son comportement. Et de lever le ton et de lui dire, avant, tu étais capable de rester assis, fait que reste assis pour l'histoire. Bien, tout ce qu'on fait, c'est mettre un plaster sur le bobo. Parce que le bobo, il est encore là, là. Puis si son bobo, c'est l'anxiété ou si son bobo, c'est j'ai besoin de bouger plus, s'il te plaît, stimule-moi davantage, bien, à ce moment-là, on ne répond pas à son besoin, fait qu'on fait juste le perdurer dans le temps. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, puis l'enfant ne se sentira pas compris non plus. Tellement. Tellement. C'est pas le temps de briser le lien d'attachement. Hein. Présentement, on est tous à la maison. C'est issu le lien d'attachement, fait qu'on fait attention à ça. Oui, puis tu sais, je suis consciente aussi que c'est pas facile pour certains parents. Ils doivent conjuguer avec le travail à la maison, la routine, etc. Donc, ça peut qu'il y ait un peu moins de patience aussi pour certaines choses. Donc, tout le monde fait de le mieux. Puis, essayons d'être à l'écoute des besoins de l'enfant. Là. Exact. Alors, ce qu'on retient de la situation numéro 2, pour sécuriser l'enfant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, instaurer ou maintenir la routine, très important. Puis comme Mélanie a dit, tu sais, si c'est parce que l'enfant, entre autres, a besoin de dépenser, d'être stimulé, ben on essaie le plus possible d'avoir des activités variées, structurées, non structurées, aller dehors, essayer d'appeler grand-maman, grand-papa, etc. Donc, d'essayer de varier le type d'activité. Attention aux propres réactions de l'adulte, évidemment. Donner du contrôle sur la situation, encore une fois, et lui expliquer la situation. Donc, en faisant ça, on vient agir sur le contrôle. Une des composantes. Le fameux C de notre ciné. Hein? Il revient tout le temps, lui. Hein? Mm-hmm. Oui. La situation 3, maintenant, tu es prête? Oui. Vous partez faire des commissions et devez laisser l'enfant à la maison avec votre conjoint et c'est la crise. Non, c'est non. Bon, comment intervenir?
Je disais tantôt que c'est important de garder un bon lien avec les enfants. Oui. On disait aussi tantôt que c'est bien beau, là, mais nous aussi, on est fatigués, puis nous aussi, on est à bout, puis nous aussi, on est stressés, puis on est inquiets. Donc, comment faire dans ce genre de situation-là? Ben, en fait, première des choses, on vérifie c'est quoi que l'enfant, tu sais, l'enfant, là, il y a une raison pourquoi il agit comme ça. Donc, probablement qu'il ne comprend pas, lui, pourquoi il ne peut pas aller faire l'épicerie. Donc, puis que c'est évident dans notre tête d'adulte à nous de restreindre les contacts, mais lui, il ne le sait pas d'emblée. Donc, il faut lui expliquer. Puis, il faut aussi lui expliquer que son émotion, par exemple, t'es déçu, t'aurais aimé ça venir avec moi, mais je ne peux pas t'emmener. J'aurais aimé ça t'apporter, mais je peux pas. Donc, on lui explique le pourquoi. Puis, si possible, on peut l'aviser d'avance. Tantôt, je vais devoir aller faire l'épicerie, puis toi, tu vas rester avec papa. Donc, lui expliquer, puis, tu pourras m'aider à la départer en arrivant. Bon. Oui. Mais bref, en avisant comme ça d'avance, ben, ça devient prévisible pour l'enfant, notre fameux I dans le ciné. Oui. Et puis, on essaie de ne pas escalader là, dans les comportements. Qu'est-ce que tu penses aussi de la technique du faux choix, c'est-à-dire, bon, ben, tu vas rester tantôt avec papa, mais tu sais quoi? Est-ce que tu préfères faire telle activité avec papa quand je vais être partie ou tu préfères le faire avec moi quand je vais revenir? Fait que l'enfant, on ne lui donne pas le choix de venir ou de ne pas venir avec moi, mais on lui donne un autre choix. Fait que dans le choix qu'il fait, il a l'impression qu'il y a le C, le contrôle. Exactement. C'est prévisible parce qu'il sait qu'il va le faire avec papa ou avec maman. Donc, c'est pas nouveau parce que c'est une activité qu'il va faire. Puis lui, ben, son ego va être correct parce qu'il va sentir qu'il est aimé, il est compris, puis tout se passe bien pour lui. Fait que, je pense que moi j'appelle ça, Joanie, faut pas le dire à personne, là, mais moi, j'appelle ça de la manipulation dans la bienveillance et l'amour de nos enfants. Très bonne stratégie. Fait que oui, ça peut être utilisé de cette façon-là. Évidemment, on donne du contrôle à l'enfant. Oui. Puis, toujours pas oublier d'être clair dans nos attentes, puis de parler à la positive aussi. C'est une autre stratégie vraiment intéressante, là. Non, tu ne viendras pas. Ben, tu peux le virer de bord puis dire tu vas rester à la maison avec papa pendant que je vais faire l'épicerie. Ah oui. Je sais que tu aurais aimé ça venir, mais ce sera pour une prochaine fois. Oui. On peut utiliser à la positive. Ça aussi, ça peut justement mettre un petit baume là, sur la déception de l'enfant. Oui, effectivement. C'est très bien, c'est des bonnes idées. Alors, on y va avec ce qu'on retient de la situation 3? Oui. Donc, dans le fond, tenter de comprendre pourquoi l'enfant agit de cette façon-là. Être empathique et rassurant aussi face à l'enfant. On va aller normaliser son émotion, comme je disais, puis on va l'aviser d'avance. Si je peux donner un petit truc, là, moi, quand je sens là, que je perds le contrôle sur l'émotion de mon enfant, tu sais, quand il tombe, ce que j'appelle, moi, dans le cerveau rouge, là, tu sais, quand il n'y a plus rien qui se passe, exemple, le meilleur exemple du cerveau rouge, c'est la crise du bacon, OK? Le cerveau jaune, il commence à reprendre un peu de son contrôle, puis à un moment donné, quand il est rendu dans son cerveau vert, à ce moment-là, là, il est disponible à nous écouter puis à se calmer. C'est là qu'on peut émettre une action éducative. Mais quand j'ai l'impression que je perds complètement le contrôle sur l'émotion de l'enfant puis qu'il m'échappe, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce qu'on appelle en psychologie de l'immédiateté. Je vais dire, là, je vais nommer ce qui se passe là, là. Là, présentement, tu pleures, tu es fâché, c'est correct. Je fais juste nommer ce qui se passe. Et je vous dirais qu'à 50% du temps, là, il y a de quoi qui s'apaise, il y a de quoi dans l'enfant qui fait oh, tu comprends, puis tu viens de me dire que je suis correct de réagir comme ça. Ce que toi, tu appelles tantôt l'empathie, là, ben, c'est ça, c'est de l'empathie, mais moi, je l'utilise vraiment en nommant ce qui se passe là. Fait que moi, ça m'amène à ne pas tomber dans mes propres réactions émotives de oh là, je suis tannée, là, que tu fasses une crise. Ça m'empêche de le faire parce que je reste dans mon cerveau et non pas dans mon émotion et je nomme ce qui se passe présentement. Là, tu aurais aimé ça venir avec moi, tu pleures, tu es vraiment fâché, c'est correct, je te comprends.
Puis après ça, comme tu dis, Joanie, l'expliquer. Fait que ça nous aide beaucoup quand on est fatigué ou débordé comme présentement, qu'on n'a pas le goût que notre enfant fasse une crise pour quelque chose qui, de prime abord, on met comme règlement pour le protéger. Fait que ça aussi, ça peut être une bonne idée. Merci, Mélanie. On y va avec la situation 4, la dernière. Un enfant de 5 ans vous pose beaucoup de questions dont vous ne connaissez pas certaines réponses et vous observez des signes d'anxiété comme les mains moites, le regard inquiet, la respiration accélérée, etc. Est-ce adéquat de lui répondre « je ne sais pas, t'inquiète ». Ah, ça c'est un piège, hein? Inquiète-toi pas, la COVID-19 ne rentrera pas chez nous. Inquiète-toi pas, grand-maman, grand-papa tomberont pas malades. En fait, si on fait ça, parce que nous-mêmes, comme adultes, on ne connaît pas la réponse. Ouais. Mais, ce type de réponse-là, ne t'inquiète pas, c'est qu'on ne prend pas en compte finalement l'inquiétude de l'enfant, puis il ne se sent pas compris. Puis en plus, on le met dans l'inconnu de sa question. Ouais. Les composantes du ciné, là, donc on a complètement passé à côté de la traque en lui répondant à ça. Ouais. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment lui dire, ben, être honnête, je ne sais pas, je vais aller me renseigner et je te reviens. Ou on va aller chercher l'information ensemble, mais on va privilégier, l'adulte va répondre, je ne sais pas, je vais te revenir avec ça, c'est promis. C'est une bonne question, tu fais bien de la poser. Ça aussi, oui. On peut le dire à l'enfant. Fait qu'on va lui donner du contrôle comme ça. Hein. Quand tu as des questions, tu n'hésites pas, tu me les poses. C'est normal d'avoir des questions. Fait c'est une situation qui est hors du commun, là, donc il faut vraiment être à l'affût là, de ces petits signes-là d'inquiétude chez l'enfant. Puis, je vais parler en termes de service de garde, Joanie, avec le programme éducatif. Tu sais, là, quand on dit à l'enfant, « Wow, c'est une bonne question, merci de l'avoir posée, tu as bien fait, si tu en as d'autres, pose-la. Viens, on va essayer de trouver ensemble la réponse, on va aller regarder sur Internet. » Bien, tout de suite, là, on le stimule au niveau cognitif, on lui permet de trouver les solutions à son problème. Puis, on suscite aussi sa curiosité de façon intellectuelle. C'est vraiment génial de faire ça. Il y a aussi que rendu là, c'est sûr que l'enfant, il ne sait pas lire, 0-5 ans, mais c'est justement tant mieux parce que nous, ça nous permet, comme tu disais au départ, de ne pas tout dire, de lire, puis de redire dans des mots que l'enfant va comprendre pour ne pas être encore plus anxiogène avec lui. Oui. La seule chose que je pense, c'est que si, par exemple, l'enfant est avec nous quand on cherche la réponse à la question, si on lit des choses qui peuvent générer nous-mêmes de l'anxiété parce qu'on a appris quelque chose qu'on ne savait pas comme adulte, ben encore là, je prioriserais de le faire sans l'enfant. OK. Ce type de situation-là. Fait que ça reste au choix de l'adulte là, s'il veut le faire avec ou sans l'enfant. OK. Fait qu'on peut dire que ça dépend du type de question qu'il pose, ça dépend du sujet, ça dépend si nous, on se met en péril au point de vue anxiété ou non. Exact. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir par rapport à la situation 4? Être honnête. Premier point très important. Et ne pas laisser l'enfant dans l'inconnu, tout en restant à l'affût des signes physiologiques que l'enfant peut présenter là, en posant ses questions. Fait qu'on va aller calmer son corps là, si jamais on voit là, qu'il y a vraiment beaucoup de signes qui sont présents. Oui. J'aimerais rajouter un point aussi concernant être honnête. Vous savez, un enfant, là, il n'a pas besoin d'apprendre, de comprendre ou de se faire dire que la vie est parfaite. Elle n'est pas parfaite, la vie. Puis la vie est dure par moments. Lui, son besoin, c'est plus qu'il y ait un adulte avec lui qui lui tienne la main psychologiquement là, pour l'aider à avancer, même si c'est difficile, puis qu'il apprenne des stratégies pour survivre à ce qui est plus difficile dans la vie. Fait que je pense pas que ce soit une bonne idée, effectivement, de mentir, parce que ça serait de mettre un enfant dans une bulle de protection qui n'existe pas. T'sais? Puis ça, là, je parle de ça d'une façon générale, là, même au niveau de l'alimentation, là, on a tendance des fois à cacher le tofu là, dans la nourriture puis de dire que c'est du poulet là, parce qu'on veut qu'il mange.
Mais en même temps, l'enfant a besoin de savoir la vérité, il a besoin de connaître son environnement, il a besoin de contrôler. Puis c'est correct, ça diminue l'anxiété quand on sait qu'on contrôle certaines choses. Fait que, d'autant plus présentement en situation de crise, je pense que c'est vraiment important. Est-ce qu'il nous restait une autre page? Je crois que oui. Wow! C'était notre diapositive. Oui, au final. Fait que dans le fond, pour conclure, on essaie d'être à l'affût des signes physiologiques que manifeste l'enfant. Des fois, il y en a qu'on ne voit pas. Donc, il faut vraiment être très sensible à ça. Faire avec lui une technique de relaxation si on sent que justement l'anxiété est très, très présente. Il marche sans arrêt dans la maison, son cœur bat vite, etc. Donc, vous pouvez faire une technique avec lui. Normaliser ses émotions, très important pour justement l'aider à, un, je me sens compris, et deux, ben OK, c'est normal que je me sente comme ça vu ce qui se passe. Mais je vais, comme Mélanie disait, me trouver des stratégies avec mon parent pour calmer ça. Rassurer l'enfant par la routine, l'informer des choses en ajustant selon ses capacités, son âge, lui donner du contrôle sur la situation, avoir du plaisir en poursuivant les activités appréciées de tous. Donc, on vient mettre du positif dans toute cette situation qui est moins évidente pour certains. Et attention à vos réactions et discussions. Donc, si vous avez des discussions en lien avec la pandémie, essayez le moins possible de le faire en présence de l'enfant. Donc, quand il est couché ou etc., pour justement un petit peu moins l'exposer. Et on fait un 2 pour 1 parce que quand on s'expose un peu moins nous-mêmes, des fois, c'est gagnant pour tous. Là. Exactement. Hey, écoute, Joanie, merci beaucoup. On a réussi à survivre à cette formation-là qui a été très anxiogène au début, mais bon, c'est repris. Écoute, moi, ce que je retiens vraiment, c'est le ciné, C pour contrôle, I pour imprévisibilité, N pour nouveauté et E pour ego. Même que je pense qu'il y a des moments comme adulte, des fois, où est-ce qu'on sent du stress, on sent de l'anxiété, puis on ne sait même pas d'où ça vient. Fait que peut-être que juste se poser comme question, est-ce qu'il y a quelque chose présentement dans ma vie que j'ai l'impression de ne pas contrôler? Est-ce qu'il y a quelque chose d'imprévu dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Est-ce que je sens que mon ego c'est en train d'être difficile pour mon ego? Bien, déjà là, ça nous permettrait aussi de mettre des mots sur notre propre anxiété pour qu'éventuellement, on ne reflète pas ça chez nos enfants. Exact. Super. Merci beaucoup, Joanie, d'avoir été avec nous. Moi, là, je vais juste terminer je reviens à notre présentation. La première page, celle ici. Vous savez, ça nous a fait plaisir, ces petites enfances, de vous offrir ce webinaire-là. Il est gratuit. Il est gratuit parce qu'on veut rejoindre le plus d'enfants possible durant ce temps de confinement. Et les enfants sont où? Bien, ils sont plus tous au service de garde. Il y en a plusieurs qui sont retournés à la maison. Donc, maintenant, on s'adresse autant aux parents qu'aux professionnels de la petite enfance. Ça nous fait plaisir de le faire. Si vous avez apprécié, je vous inviterai à donner au suivant à votre tour. Si vous faites partie de ceux qui ont un petit peu plus de chance, qui n'ont pas perdu leur emploi, qui êtes dans une situation financière confortable, je vous invite à vous rendre sur le site des banques alimentaires du Québec. Ce petit enfant s'est associé avec les banques alimentaires du Québec. Alors, vous allez dans la campagne qui s'appelle Cible Petite Enfance, faire un don. Ça peut être un tout petit, là. Hein? Même les plus petits font aussi la différence. Et à ce moment-là, ben, on donne au suivant et on aide ceux qui ont le plus besoin. Alors, je vous passe l'invitation si ça vous tente et si vous le pouvez. Là-dessus, je vous remercie beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre webinaire. Merci beaucoup, Joanie. Ça m'a fait plaisir d'animer cette rencontre-là avec toi. Et merci tout le monde. On se dit à très bientôt. Bye bye. Pour l'invitation. Bye.